On peut commencer, absolument. Donc, attends, Que je trouve une bonne position, voilà, je vais me mettre sous le bureau, mes genoux, ils cognent le tiroir. Alors, je sais pas si je vais me mettre de profil ou pas, non, mais je vais rester comme ça. Ça ira, je vais juste enlever mes lunettes. Then we can start. Alors, déjà, bonjour tout le monde, toutes les personnes qui sont connectées. Cette conférence, elle est organisée dans le cadre du Festival Art et Politique qui commence justement aujourd'hui avec la conférence de Lionel. Le Festival Art et Politique, il est organisé par le BDA de Sciences Po. Donc, il y a moi, Maëlia, mais également d'autres personnes qui sont présentes sur Zoom qui l'organisons. Et donc, c'est un festival toute la semaine autour du thème anti-destin cette année. Donc, on vous invite à aller voir le reste des événements sur notre page Facebook. Donc, aujourd'hui, on a choisi d'échanger avec Lionel, qui est essayiste, philosophe et artiste, et bien plus, je pense, il saura mieux se définir que je le fais, qui est en ce moment en résidence à la Villa Bloch, donc qui est la résidence d'artiste à Poitiers. Et donc, Lionel, si tu veux commencer par te présenter, ton parcours, qui tu es, etc. Bon, rebonjour, non pas parce que c'est Gadi, mais on va dire rebonjour à tout le monde, hein, venu de moi cette fois-ci. Et merci les uns et les autres, que je ne sais pas encore qui est là, mais d'être là en tout cas pour cette conversation que j'espère conviviale et édifiante pour les uns et pour les autres en tout cas. Juste avant de me présenter, je veux dire que je connais un peu, enfin je connais, oui, on va dire que je connais ce programme Art et Politique quand il avait démarré, SPEAP, avec Bruno Latour, parce que c'est Dame Malaquais qui est là, qui un jour me fait signe à la doigt, elle me dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe à Paris, à Sciences Po, qui pourrait t'intéresser, et qui s'appelle SPEAP, Art et Politique. Et donc, j'avais été regarder à ce moment-là, c'était il y a, je crois, 5 ou 6 ans, hein, je sais plus, je pourrais pas dire, mais je m'étais dit, oulala, là, 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 qu'est-ce que ce serait bien que je puisse participer à une chose comme ça. Et bon, voilà, le destin, hein, voilà, aura donc fait que finalement, je me retrouve dans le programme Art et Politique de Poitiers à la faveur de cette résidence. Je dois remercier ici la ville de Poitiers de m'avoir accueilli à la Villa Bloch, magnifique endroit, et aussi Bénédicte Alliot, directrice de la Cité internationale des arts dans le Marais à Paris, qui m'accompagne dans cette résidence-là, une de mes fées parisiennes, comme je les appelle. Merci beaucoup toutes les deux. Et puis, voilà. Écoutez, c'est parfois compliqué que je me présente parce que je ne sais pas trop comment faire ça. Mais on va dire la chose suivante. Commençons par l'état civil. J'ai 66 ans. Bon, très clair. Donc, j'ai un parcours qui vient de très, très loin, très loin. Mais pour ne pas aller trop loin non plus, je dirais que je suis la première génération de ce qui s'est appelé, il y a quelques années, le fief du gauchisme parisien, ou français en l'occurrence, la fac de Tolbiac dans le 13e. Je suis arrivé à Paris à 18 ans, avec un bac C en poche, venant de chez les jésuites, dans un collège, et d'un collège qui s'appelle toujours le collège Iberman, avec un bac C en poche. Et j'ai commencé l'économie à Tolbiac, j'ai fait l'économie pendant 2 ou 3 ans, le temps de m'ennuyer, mais vraiment de m'ennuyer, quoi, et de comprendre tout ce qu'il y avait à comprendre, et de me rendre compte surtout que j'avais vraiment pas besoin d'aller chercher un doctorat, une agrégation, bref, un diplôme quelconque pour aller trouver une place au soleil dans mon pays, parce que c'était bien entendu la visée de mes parents. À côté de ça, j'arrive avant le collège, j'ai été à l'école primaire française, ce qui fait que dans mon rapport avec l'Occident, il y a quelque chose d'assez spécial, en ce sens que, bon, là où souvent quelques-uns de mes frangins africains ont un rapport difficile avec les Occidentaux, moi, depuis tout petit, tout petit, tout petit, ben, je les avais fréquentés, et même qu'à Dominique Savio, à l'école donc française à Douala, j'avais une petite M-I-E, hein, Catherine Chabert, dont j'ai jamais oublié son nom, avec des très beaux yeux bleus, blondes. Et parfois même, je me dis que voilà, tout mon rapport, pardon, à l'affection tient de ce qui s'est joué à cette époque-là entre elle et moi. Juste pour donner un exemple, hein, pour rigoler, quoi. Quand on était en huitième, moi, bon, étant quelque part quand même une sorte de brillant sujet,
euh, quand j'avais fini de faire les opérations de calcul mental qu'on avait mis au tableau, je rédigeais un petit mot sur ma table que je pliais en quatre, je sortais, j'allais dans sa classe à elle, pas loin, 2 portes plus loin, je rentrais, je poussais la porte, frappé ou pas frappé, je ne me souviens plus très bien, mais je rentrais, j'allais à sa place, je lui déposais le petit mot, le petit billet doux, et je ressortais. Et puis, il y a des maîtresses qui ont imaginé que elles allaient m'empêcher de faire ça. Sœur Marie-Madeleine leur a dit, écoutez, mesdames, lui là, avec Catherine Chabert, vous les laissez tranquilles. Tant qu'il dérange personne, moi, ça ne me dérange pas. Donc, très jeune, très petit, on va dire, j'ai plutôt été quelqu'un qui faisait ce qu'il voulait, d'emblée, à qui ne pouvait rien empêcher. Autre exemple, par exemple, autre exemple aussi, je veux dire, j'ai commencé à lire très, 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 très tôt. C'est-à-dire que j'ai lu des bandes dessinées comme à peu près tous les gamins jusque vers 6, 7 ans. Et puis, autour de 7, 8 ans, bah, j'ai commencé à plonger dans les bouquins de mon père, donc des bouquins de 200 pages sans images. Et c'est comme ça que j'ai lu L'espion qui venait du froid. Voilà, l'homme qui venait du froid. Mon père, il arrive un jour au richer du bureau, il me trouve dans l'escalier assis lisant son roman, son polar noir. Il l'a pris, il l'a planqué dans sa chambre, au haut d'une armoire. J'ai été le chercher. Il a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai été à chaque fois le chercher. Puis il a compris que c'était même pas la peine. Donc, j'ai commencé à lire aussi très, 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 très tôt, ce qui a fait que j'ai également, et ça a à voir avec ce que je suis devenu, un rapport avec les mots et avec la langue qui est un rapport, en tout cas qui fut un rapport extrêmement précoce. Et donc, à 10 ans, j'entre en sixième. Je, je continue vers la cinquième tranquillement. Et puis, en cinquième, toujours féru de lecture, plutôt que de faire mes devoirs. J'ai été interne de sixième en terminale. Donc, plutôt que de faire mes devoirs à l'ordre des études d'Espéral à 18h, 19h, bah, je lisais toute la collection Enid Blyton, Club des 5, Club des 7, Bob Moran, tout ça. Donc, j'ai repris la cinquième. Et je fais 2 cinquièmes. Et du coup, je fais le bac à 17 ans, et plutôt à 18 ans. J'arrive à Tolbiac à Paris à 18 ans. Mais c'est une année très, très compliquée parce que quand j'arrive, c'est octobre 73. Et cette année-là, l'histoire du monde est en train de. Enfin, elle est entrée en convulsion. Parce qu'en 73, non seulement 2 ans avant, Richard Nixon a complètement chamboulé le système monétaire international en quittant les talons or, et donc on rentre dans l'échange flottant, dans les régimes flottants pour les monnaies, mais en plus, 11 septembre 73, un des premiers 11 septembre, Pinochet dégage Salvador Allende. Quelques temps plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, le pétrole est multiplié par 4, son prix. Quelques temps plus tard, ou entre les deux, Israël déclenche la guerre du Kippour. Bon, quand on a 18 ans, quand on arrive d'Afrique et d'un contexte plus ou moins, on va dire, encadré, et que tout d'un coup, l'histoire vous tombe comme ça sur la tête, pour ne pas dire sur le coin de la gueule, bah, le gamin curieux que j'étais commence donc ses études universitaires en étant non pas perturbé, mais plutôt très, très intrigué par comment intégrer tous ces événements en étudiant l'économie et certainement pas en entrant en économie comme on envoie un bœuf à l'abattoir, quoi, je veux dire. Donc j'ai intégré tout ça en me demandant, tiens, à quoi ça tient que coup d'État au Chili, puis tu découvres la CIA quelque part dans un coin, le prix du pétrole multiplié par 4, mais ça a à voir aussi avec Nixon changeant le système monétaire international, la guerre du Kippour, ça c'est encore autre chose. Bref, nous voici dans une fac toute nouvelle, censée apprendre l'économie, censée devenir un grand quelqu'un, comme on dit chez nous. Et puis en 76, j'ai arrêté tout ça. J'avais 21 ans, j'ai tout arrêté, en estimant que bon, j'en savais suffisamment pour l'économie. Et puis quand je suis parti de là, cette année-là, tous mes petits camarades me disaient, mais pourquoi tu t'en vas, Lionel, mais enfin, c'est pas possible, et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je leur ai dit, écoutez, je vous donne rendez-vous au 21e siècle, et vous me direz si avec vos doctorats, vos 3e cycle et tout le Bataclan, si vous avez développé l'Afrique, je vous donne rendez-vous au 21e siècle. Bon, nous voici rendus au 21e siècle. OK? Il est bien entendu que tous ces doctorats, toutes ces agrégations n'ont pas du tout modifié la trajectoire de l'Afrique dans l'histoire contemporaine, très clairement. Et 2 ans plus tard, parce que mes parents, bien entendu, ils apprécient pas ça tellement, parce que voyez-vous, mon père, lui, c'est un grand cadre de la nation, premier commissaire de police de la République du Cameroun, indépendant en 1957,
qui vient se former à Lyon, à l'École nationale de police en France. Et donc, il a pour son gamin des visées que le gamin ne soupçonne absolument pas, quoi. Je veux dire, moi, je me prends pour quelqu'un qui est libre de son corps, de sa tête, alors que mes parents, ils ont des visées pour moi. Donc, 2 ans plus tard, en 78, après que j'ai largué la fac et que je suis en année sabbatique, je me retrouve à rentrer au Cameroun. Je ne m'étendrai pas dessus parce que c'est complètement abracadabrant ce qui s'est passé. Mais je me retrouve au Cameroun pour un séjour qui est censé durer 1 semaine. Et puis, au 4e ou au 5e jour, en fait, je m'aperçois que mes parents m'ont fait revenir et puis, passeport confisqué, je suis assigné à résidence. Alors, il faut se rendre compte que moi, je laisse à Paris à 21 ans, ou à 22 ans, je le dis, j'allais avoir 23 ans. Je laisse à Paris toute une vie, des amis, des complices, etc., avec qui on va dans les concerts pour écouter Led Zeppelin, pour écouter Jethro Tull, pour écouter le Deep Purple. Je laisse des bibliothèques, je laisse aussi une ravissante Mie. On habitait rue de Verneuil, la même rue que Messire, Gainsbourg et Jane. Et tout la Jane, je la rencontrais souvent chez le fermier, le fermier, non de Dieu, l'épicier du coin qui était un des premiers épiciers bio de Saint-Germain-des-Prés. Quant au Serge, de temps en temps, au coin de la rue, je le croisais également. Donc voilà, 22 ans, 23 ans, je rentre au Cameroun et je me retrouve en train de devoir rester là-bas, assigné à résidence. J'aurais pu tuer quelqu'un ou tout casser. J'ai décidé de prendre ça sur moi. Je me suis fait, comme on dit, violence. Mais sans pour autant que j'avais comme, on va dire, je me suis dit dedans, il va falloir que tu ne te démolisses pas. Il va falloir que cette assignation à résidence ne tourne pas pour toi en un cauchemar. Et pendant plusieurs années, je me suis bel et bien débrouillé pour que ça ne tourne pas au cauchemar. Ça ne veut pas dire que ça a été facile, du tout, du tout, du tout. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai tenu un journal, un très très long journal, que j'appelle mon radeau des mots. Et c'est à la faveur de ce radeau des mots, d'ailleurs, que j'ai commencé à développer une manière d'écrire ou un régime d'écriture, pour dire ça ainsi. Mais j'écrivais déjà aussi parce que quand j'étais gamin, 10, 11 ans au collège évidemment chez les jésuites, quand j'étais en cinquième, lors d'une fin d'année, on a lu une de mes rédactions, comme on appelait ça à l'époque, à tout le collège, et même que si je me souviens bien, il y en a une qui avait été publiée dans un petit magazine catholique quelque part dans la banlieue parisienne par monsieur Éric Naudet-Langlois, je me souviens toujours de son nom. À 11 ans, en fait, j'écrivais déjà bien, mais dans nos pays, il n'y a pas quelqu'un autour de vous dans la famille qui va s'apercevoir que monsieur gamin, il a 11 ans, il écrit bien, il pourrait devenir un écrivain. Non. Dans nos pays, fraîchement indépendants, le destin d'un gamin du Gotha camerounais, c'était devenir un cadre supérieur, ou à la limite peut-être un prêtre, oui. Parce que les professions prisées par les gens de cette époque, de cette génération, de cette cuvée, c'était soit grand cadre de l'administration publique ou privée, soit médecin parce que bon, il faut bien soigner les corps, soit alors parce qu'on est surchristianisé, soit prêtre. Moi, je suis sorti de tout ça, mais de tout ça. Et donc, à partir de 78, j'ai commencé à, on va dire, à naviguer, hein, de boulot en boulot, de boulot en boulot. Mais à chaque fois, dans une insatisfaction, je m'étais dit, OK, puisque tu es au Cameroun, tu ne connaissais pas ce pays quand tu quittais à 18 ans. Donc, c'est l'occasion de le découvrir. Donc, j'ai fait de cette assignation à résidence une espèce de laboratoire grandeur nature, pour ne pas dire en 3D. Donc, je suis allé de boulot en boulot à chaque fois, d'une insatisfaction en fait à une autre. Et à chaque fois, je veux dire, quand je quitte un boulot, c'est toujours sur des, sauf peut-être le premier où vraiment je me suis dit, écoute, tu vas pas rester auxiliaire d'administration toute ta vie, quoi. Et je me retrouve dans une banque qui était en fait la filiale de la BNP. Et quand je la quitte en 82, Thatcher et Reagan viennent de mettre en place la financiarisation de l'économie. Un jour que j'étais au groupe entrée et sortie où je travaillais donc à l'interface de la banque et puis de l'informatique, je parcours un chiffrier de la direction des engagements et je vois une opération assez étrange qui dit que la BNP a prêté de l'argent à la BICIC, Banque internationale du commerce et de l'industrie du Cameroun, mais à un taux d'intérêt, mais moi qui m'a renversé, quoi. Je veux dire, en 82, le loyer de l'argent en open market est de 2%. Et voici que sur un chiffrier, je découvre que la BNP prête de l'argent à une banque de mon pays à 6%. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi, j'appelle ça
fuite illicite de capitaux. Donc, ce matin-là, je prends le chiffrier, je m'en vais aux engagements, la direction des engagements, on était dans le même quartier, et je vais voir un copain à moi du collège, donc des jésuites, qui lui était cadre, parce que moi, je n'étais pas cadre, évidemment. J'ai commencé à travailler sans diplôme, donc on m'a mis dans les sous-fifres, genre 8e catégorie. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose chez vous ici, mais voilà. Donc moi, j'étais un petit sous-fifre, puis je monte chez ce camarade de classe, je pousse sa porte, et je lui fais, mais Georges, qu'est-ce que c'est que cette opération? Parce que je lui mets le chiffrier sous le nez. Qu'est-ce que c'est que cette opération-là? Je l'avais surlignée en jaune ou en rouge, bref, elle était visible, quoi. Il regarde ce que j'avais surligné, il lève la tête vers moi, et il me fait ceci. Mais pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de faire ton boulot? Je lui fais, pardon, que je ne me contente pas de faire, que je ne peux pas faire mon boulot, ça veut dire que j'ai bien compris ce que j'ai compris. Il m'a regardé, on s'est regardé. 48 heures plus tard, moi, j'ai démissionné. Parce que c'était pas un contexte où j'allais faire mon lanceur d'alerte. Il y avait personne, il y aurait eu personne pour m'écouter. Mais 3-4 ans plus tard, ou quelques années, non, pas 3-4 ans plus tard, on va dire 10 ans, 10 ans plus tard, tout le système bancaire camerounais s'est effondré au lendemain de la dévaluation de janvier 1994. Tout le système s'est effondré. Parce que ça tenait littéralement sur du sable. Littéralement. Donc, après ce boulot de la banque, je vais encore rester, on va dire, sans boulot pendant 2 ans à peu près. Puis en 86, je commence à travailler dans le groupe Castel, une de ses filiales au Cameroun, les brasseries du Cameroun, la SABC. Tout à l'heure, on parlera de bière avec l'équipe qui arrive. Mais là aussi, au bout de 2 ans et demi, je me rends compte que toi, Lionel, mon gars, tu ne vas quand même pas passer ta vie ni gagner ta vie à vendre de la bière aux Camerounais, que chaque mois, tu touches un salaire qui résulte de ce que le groupe Castel vend la bière aux Camerounais. Et donc, en 88, je quitte la SABC, donc filiale du groupe Castel, en me disant, c'est la dernière fois que je fais, que j'ai un boulot salarié au Cameroun. La dernière fois. Comment j'allais vivre, je n'en savais absolument rien. Mais je me suis dit, c'est la dernière fois. Tu as déjà essayé depuis 78, ça fait 8 ans que tu essaies à chaque fois d'avoir un boulot à peu près intéressant, mais rien n'y fait, donc c'est même plus la peine de continuer. Et puis après, j'ai commencé, comme on dit au Cameroun, à me débrouiller, à vivre de très peu, voire de rien du tout, etc. Jusqu'à ce que, un jour de 92, je m'aperçoive que le monde entier a rendez-vous à Rio pour le premier sommet de la Terre. Et je me dis, tiens, donc, la conscience écologique est en train de grandir sur la planète. Nous, étudiants, on avait lutté contre on avait été à Cresmalville, le Larzac, tout ça, etc. Bref, ma génération était celle qui, à Paris, ces années-là, était au cœur de l'émergence de la conscience écologique. Et donc, en octobre 92, démarre également à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, une radio FM. Je vais trouver la patronne, qui était une amie, et je lui fais, écoute, Agnès, moi, je m'ennuie un petit peu. Est-ce que je pourrais faire une émission sur l'environnement, l'écologie ici? Agnès me dit, mais attends, Lionel, ça va pas dans ta tête? Tu vas parler d'écologie au Cameroun? À qui? Il n'y a aucune culture scientifique ici. Je dis, écoute, je sais, mais on va le faire. Je vais le faire. Et pendant 4 ans, d'octobre 92 à août 96, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, le matin à 8h, non, à 7h45, pendant 10 minutes, je tenais une chronique écologique que j'avais appelée, enfin, environnementale, sur l'environnement, que j'avais appelée chlorophylle, K-L-O-R-O-F-I-L. Et pendant 4 ans, 3 fois par semaine, il se trouve que mes compatriotes à Yaoundé et au Cameroun ont apprécié cette petite chronique qui les informait des enjeux qui sont aujourd'hui des enjeux partagés par l'ensemble de la planète. Et ça m'a beaucoup occupé ce moment-là, je veux dire, en termes de curiosité, bon, avec un parcours scientifique, avec un bac scientifique, j'ai jamais quitté en fait le registre scientifique, mais surtout en termes d'écriture. D'ailleurs que la radio, il faut écrire tous les jours, enfin, il faut écrire son papier qu'on va dire devant un micro. Moi, j'avais jamais fait de radio avant. Et dans cet exercice-là aussi, on va dire, était un prolongement du journal que je continuais de tenir, donc celui que j'appelle mon radeau des mots, pour continuer on va dire, de survivre dans le marécage que je traversais.
Et puis un jour, parce que je fréquente à ce moment-là aussi un centre de documentation de ce qui s'appelait à l'époque l'ORSTOM. C'est aujourd'hui l'IRD, l'Institut de la recherche et le développement. Donc, c'est la science en coopération avec les pays d'Afrique et les pays du Sud en général. Et donc, à l'ORSTOM, là-bas, il y avait un anthropologue et généticien, Alain Froment, que je rencontrais de temps en temps. Et puis un jour, Alain me dit, écoute, quand je t'entends le matin parler, tu me rappelles quelqu'un. Je fais, ah bon, je te rappelle qui? Il me dit un certain Michel Serres. On est en 94, 95 par là, je crois. Il me demande si je le connais. Je lui dis, non, moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Peut-être parfois croisé en note de bas de page dans un bouquin, mais jamais lu en fait. Il me dit, ne bouge pas, je te ramène un livre de lui. Donc il part en été en vacances, et quand il revient, on est en 93, oui, ou 92 même, 93 plutôt, il me ramène le contrat naturel de Michel Serres. Je peux vous dire que quand j'ai lu le contrat naturel de Michel Serres, je me suis dit, ok, donc il y a dans ce monde quelqu'un qui, comme moi, a un certain goût pour la transversalité. Donc, aller de la biologie aux mathématiques, à l'astrophysique, à la mécanique quantique et tout, etc. Ça, je le faisais déjà dans mon petit coin tout seul. Mais de lire le contrat naturel, comment est-ce que Michel Serres expose les enjeux de l'humanité aujourd'hui, enfin, auxquels l'humanité fait face, et qui, le premier dans le contrat naturel, parle d'étendre les droits aux non-humains, le droit aux non-humains, je me dis, ouf, oula, là, il y a quelque chose d'extrêmement fort, quoi. À la fois d'un point de vue cognitif, mais aussi pour l'écriture, quoi. Parce que, autant lui me dit, Alain me dit, mais tu sais, Michel Serres en France, personne ne le comprend. On est en 92. Je lui fais pourquoi? Il me dit, mais parce qu'il a une écriture, un régime d'écriture un peu spécial. Je dis, mais ça me semble évident tout ça. Il me dit, toi, tu trouves ça évident, mais pas les autres. Ah bon? Je dis, ok. Mais moi, je trouve que oui, voilà ce qu'on devrait faire, quoi. Je veux dire, sorti du régime de la disjonction, de la séparation des disciplines, il me semblait que quelqu'un qui faisait ça aurait dû être écouté, apprécié, acclamé, porté au nu. Eh ben non, ça se faisait pas. Donc voilà comment je découvre Michel Serres, parce qu'il va être très très important pour la suite, enfin dans la suite de mon parcours intellectuel, etc. Je découvre Michel Serres, et puis en 96, donc j'arrête. On me suspend de chlorophylle parce que l'année d'après, il y a des élections au Cameroun en 97, et quelque part, il va me revenir que Monsieur Lionel Manga, alias le petit homme vert de chlorophylle, depuis 3-4 ans, l'air de rien, comme ça, sous couvert d'écologie, mais ce monsieur fait de la politique, j'étais mort de rire. Je vais, ah bon, bah oui. Quelqu'un est venu me rapporter que, en haut lieu, il se disait que je tenais une chronique politique. Je lui ai dit, écoute, tu sais, c'est effectivement une chronique politique, mais je n'ai pas besoin pour ça de parler de politique. Parce que de toutes les façons, l'écologie a à voir avec la gestion de la cité. Donc clairement, il me dit, mais oui, ils ont bien compris ça. Donc pour l'instant, tu es suspendu. Donc, après avoir pendant 4 ans entretenu mes compatriotes tous les matins avec une petite musique qu'on ne passera pas ici parce que j'y ai pas pensé, mais d'écologie, de couches d'ozone, de déforestation, de dégradation des sols, d'érosion de la biodiversité, je suis suspendu un matin brutalement. Mais il se trouve que quand je suis suspendu, en fait, j'ai pris la direction d'un lieu à Yaoundé, et ça a à voir avec le film qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle African Logic, soit logique africaine. C'est un golden boy local qui travaillait dans une boîte chez BAT en fait, voilà, le géant du tabac, et puis qui, moyennant des opérations pour le moins douteuses, en mode importer des cigarettes hors taxe pour les vendre hors du Cameroun, mais les revendait sur le territoire camerounais et empochait le surplus pour lui-même. Donc, il ouvre un espace dans la capitale et il vient me trouver en me disant, parce que c'est le petit frère d'un camarade de quand on était tout petit, il me dit, écoute, Lionel, voilà, voici un espace et puis moi, je sais pas trop bien ce qu'il faut faire de ça. Je pense qu'il est le seul à mettre qui puisse mettre un contenu là-dedans. Et donc, en 96, me voici à la tête de ce qui s'appelle African Logic et je me dis, tiens, puisque j'ai cet espace-là, je vais peut-être en profiter pour organiser des rencontres à la fois sur l'écologie et sur d'autres thèmes. Et puis, je commence à le faire. Je reçois également PBS, le groupe de rap sénégalais,
Positive Black Soul, qui se produisent là-bas plutôt qu'au centre culturel français. Et puis, un jour débarque, on va dire, une délégation du rap et du hip-hop camerounais. Je les vois arriver. Ils me disent, écoute, on a découvert qu'il y a un espace ici, African Logic. C'est un quartier, on était dans le quartier des ambassades à Yaoundé, c'est vous dire. Grande cour, vraiment, avec coucher de soleil dessus le soir, magnifique, des manguiers plantés, magnifique. Voilà, nous, on a le rap et le hip-hop dans ce pays, mais on n'a pas d'espace pour se produire. Je ne les ai pas laissés terminer, je leur ai dit, vous avez dorénavant un espace. Ils m'ont dit quoi? Je dis que vous avez dorénavant un espace. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. Dire que ils étaient jusque-là fait jeter de partout, mais de partout, absolument de partout. Et tout d'un coup, comme ça là, improbable, ils se retrouvent au cœur du quartier des ambassades avec près d'un hectare et demi pour se produire. C'est comme ça que la scène rap et hip-hop de mon pays a démarré, à African Logic. Et ça aussi, ça fait partie de la trajectoire anti-destin. Parce que rien a priori ne m'aurait, enfin, j'aurais jamais imaginé, ni personne avant ça, que je me retrouverais en train d'être, peut-être pas le promoteur en tout cas, mais en tout cas celui qui tend à ces jeunes gens-là une perche pour pouvoir se produire en public sans qu'ils aillent subir quelques avanies que ce soit. Et Sadrach, je ne sais pas s'il est déjà là, mais je veux dire que c'est comme ça que Sadrach et ses copains de Négressine et tout le mouvement du rap et du hip-hop au Cameroun a démarré à African Logic à Yaoundé. Ça se dit pas toujours forcément comme ça, parce que chez nous, on a la mémoire courte, c'est un sport national. Un documentaire qui existe, tu vois, sur le rap et le hip-hop, mais qui se garde bien de mentionner que ça démarrait à Yaoundé, African Logic, sous la houlette d'un certain Lionel Manga, alias le petit Tom Vert. Donc, je fais African Logic aussi pendant, ça va durer quoi? 2 ans, 2 ans et demi, 99. Puis j'arrête tout ça, enfin ça s'arrête un petit peu tout seul. Et puis, je vais encore avoir une période comme ça de flottement pendant 4-5 ans. Entre-temps, je fais accoucher ma gamine qui a 18 ans. Ça étonne tout le monde. Elle s'imaginait peut-être que j'allais la bousculer. Je dis non, 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 c'est pas de ta faute. Je vais me débrouiller pour que tu accouches tranquillement, dans des conditions parfaites, et ça s'est fait. Mais en tout cas, ça va dire, je vais avoir une période de flottement. Je m'occupe à gauche et à droite, je dors à la bohème, tout ça, etc., chez des copains. Et puis en 2004, je décide de remonter à Douala, enfin de redescendre à Douala, où j'avais grandi. Donc 2004, j'arrive à je reviens, je retourne à Douala. Et quand je retourne à Douala, je découvre que des amis tiennent une galerie d'art. En fait, pas que je découvre, je savais qu'ils tenaient une galerie d'art. Didier et Marilyn Schaub, qui s'appelle Douala, Centre d'art contemporain, plus exactement. Mais surtout, ils sont à la veille d'un événement majeur, qui est un colloque qui va s'appeler Ars et Urbis, en latin, l'art et la ville. Eux, ils ont le privilège, si j'ose dire dans ce contexte-là, d'être de nationalité française. Elle, Marilyn, fille du cru, Didier, père strasbourgeois et mère comorienne, mais ils ont la nationalité française, donc ils sont au courant des mouvements ou de ce qui se passe sur la scène de l'art contemporain en France, et à ce moment-là, il y a beaucoup de questions d'art public. Donc eux, en 2004, quand j'arrive à Douala, ils préparent un colloque, Ars et Urbis, l'art et la ville. Alors ils ont un petit problème, c'est que ils savent de quoi ils veulent parler, ils savent quelle est la teneur de ce colloque, mais ils n'arrivent pas à rédiger le position paper, comme on l'appelle. Donc après qu'on ait parlé, eux et moi, en plus ils m'hébergent chez eux parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, je leur dis, écoutez, donnez-moi le papier, je vais rédiger ce papier-là. Donc, je me retrouve en 2004, au mois de novembre, octobre ou décembre par là, en train de rédiger un statement adressé à un certain nombre d'individus sur la planète qui doivent se retrouver à Douala. À ce jour-là, je m'étais quasiment jamais occupé d'art contemporain. Bien entendu, comme tout le monde, j'avais été un peu au Louvre, un peu ici, un peu par là. Mais ce n'était à probablement pas parler mes oignons, quoi, véritablement. Ma tête était, en général, ailleurs. Mais en tout cas, je rédige ce statement. Ils n'y touchent pas une seule ligne, pas une seule virgule, et ils l'envoient à leurs invités. Et voici comment, en 2005, janvier 2005, je rencontre Dominique Malaquais, qui est quelque part ici, et également d'autres personnes, en particulier un certain Philippe Mouillon qui est à Grenoble. Lequel Philippe Mouillon me dit quand il arrive, me dit, tu sais, moi j'avais absolument pas l'intention de venir au Cameroun. Mais quand j'ai lu ce texte, je me suis dit,
je vais y aller rien que pour voir qui c'est qui a écrit ça. Et pour découvrir le Cameroun, pour faire d'une pierre deux coups. Voilà comment je rencontre Philippe Mouillon, quelqu'un d'extraordinaire. Je vous conseille tous sa revue locale contemporain. Vous irez regarder. C'est une revue hyper intelligente à laquelle j'ai collaboré à plusieurs reprises d'ailleurs. Et j'ai encore failli récemment en arrivant. Mais bon, ça s'est pas fait. Mais voilà, je veux dire, 2005, il y a ce colloque Ars et Urbis, l'art et la ville à Douala, et je me retrouve de plein pied dans le champ de l'art contemporain, que depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté, pour ainsi dire. Et c'est ce qui me vaut d'être arrivé ici il y a quelques mois. Au passage, en 2008, j'ai publié un petit livre qui s'appelle L'ivresse du papillon, produit par un Jacques Gendreau. C'est un monsieur qui arrive au Cameroun en 2006, féru d'Afrique, il est arrivé de Chamonix, d'un petit village de la Haute-Savoie, Servoz. Et la directrice du CCF à l'époque m'appelle en 2006, elle me dit, écoute Lionel, il y a un type qui est là, il voudrait rencontrer des gens dans l'art contemporain, parler avec eux, voilà. Il y a de la bière à boire, du poulet, du poisson à manger. On dit non à la bière, on dit pas non à la bière dans mon pays, on dit pas non au poisson. Et donc, je me retrouve avec Jacques Gendreau, au bord du Vouri, dans la mangrove, avec Nadia Dera, et on parle d'art contemporain pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et au bout de la conversation, Jacques me fait, écoute, on va écrire un livre. Je lui fais pardon. Et me dit, hé, oh, comme tu parles là, on fait un livre. Ah bon? Ok, très bien, faisons un livre. Il m'avait donné une seule consigne, on part du local au global. Moi, ça me convenait parfaitement. Et donc, pendant 6 mois, je me suis enfermé. Et j'ai écrit L'ivresse du papillon. En fait, j'avais, comment on va dire, l'avantage d'avoir une conversation au long cours avec toute la scène et tous les plasticiens de Douala. Et donc, j'avais de quoi dire sur les uns et les autres. Mais évidemment, moi, c'était pas du tout en mode ni Art Press, ni Beaux-Arts Magazine. Non, 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 non. J'ai appréhendé leur travail à partir de leur inscription locale, littéralement. Donc, de comment ils vivaient, ce que j'en savais, ce que j'en pratiquais avec eux aussi. Et donc, ça a donné un livre, je crois qu'ils sont une bonne dizaine, une bonne douzaine, hein, dans L'ivresse du papillon. Et voilà, le livre a été publié en octobre 2008, je crois, c'est ça, octobre 2008, à la faveur aussi de la deuxième triennale de Douala, Centre d'art contemporain. Parce que donc Didier et Marilyn Douala-Belle ont transformé le colloque Ars et Urbis en une triennale qui s'appelle le Sud, pour Salon urbain de Douala. Et donc, quand L'ivresse du papillon sort en 2008, ça devait être la deuxième édition, je crois. Voilà, la deuxième édition où elle se préparait. Pour, on va dire, pour l'anecdote, à Douala se trouvent à ce moment-là 2 personnages, mais vraiment 2 personnages. Simon Djamil, qu'on ne présente plus, commissaire, curateur, grosse figure de l'art contemporain sur la place française, et puis aussi un certain Jérôme Sens, qui à l'époque était, je crois, directeur du Palais de Tokyo. Ben, ces 2 personnages, ils ont eu mon livre, L'ivresse du papillon, et puis les uns et les autres n'en ont absolument rien dit à personne, ni rien fait. D'ailleurs, le Simon Djamil, un jour que je le retrouve à Paris, me dit, mais qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on en fisse? Voilà. Je mets les subjonctifs où il faut. Ben oui. Donc en 2008, j'ai fait L'ivresse de papillon, un livre que dont Dominique Malaquais considère que c'est quand même un livre qui vaut le coup, mais c'est pas Dominique. Et d'autres personnes aussi, d'ailleurs, qui l'ont eu. Et sauf qu'à ce jour, bon, c'est un livre qui n'est absolument pas connu. Mais pas du tout connu, quoi. Sauf de quelques personnes qui l'ont lu, qui l'ont acheté, etc. Mais en tout cas, cette immersion camerounaise dans le champ de l'art contemporain m'a définitivement doté, je vais dire, du désir de m'inscrire dans ce champ-là, d'écrire dans ce champ-là, mais pas exclusivement, mais de voir ce qui s'y jouait et ce qui s'y déroulait. Et donc, c'est à la faveur de tout ça que je vais me retrouver embarqué avec 2 complices qui sont à Strasbourg, à la Haute École des Arts du Rhin, François Duconseil et Jean-Christophe Lanquetin, qui me trimballent la première fois, qui commencent leur aventure des scénos urbaines au Cameroun en 2010, et avec mon ami Nicolas Martin Granel, qui est peut-être là aussi, et qui m'a poussé à écrire en 2000 quand je le rencontre, et qui me demande, mais montre-moi tes textes, et qui me dit,
continue sur ce régime d'écriture-là. Donc, en 2010, Nicolas, je le rencontre, non pas 2010, 2002, je veux dire 2003. En tout cas, avec Nicolas, on va regarder les scénoses urbaines à Douala et je découvre qu'il y a deux individus qui arrivent de Strasbourg, qui ont planté à Douala, en plein quartier populaire, une gigantesque installation avec des artistes venus d'à peu près partout sur la planète. Je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai passé 2 jours littéralement en impesanteur, out of gravity, en me disant, si la ville de Douala est capable d'accueillir de tels événements et qu'il existe des artistes dans mon pays capables d'y participer aussi, donc quelque chose est en train de se passer. Et donc, avec eux, on fait connaissance, via Dominique Malaquais, via quelques autres, et en 2012-2013, je me retrouve invité par les scénographies urbaines à Dakar en résidence pendant 1 mois au quartier de Ouakam. Et c'est là-bas, à Ouakam, pendant cette résidence, que je vais rencontrer Bénédicte Alliot, qui à l'époque n'est pas encore la directrice, la patronne de la Cité internationale des arts, mais je rencontre une belle dame avec des très beaux yeux, perçants, scruteurs, et on fait connaissance. On fait connaissance, et puis on se sépare. Et puis quelques années plus tard, je me retrouve en 2018, il y a 3 ans, en résidence à Paris, dans le Marais. J'habitais le Marais à Paris pendant tout mon séjour étudiant. Et donc je me retrouve en 2018, donc il y a 3 ans à Paris, à la Cité, en résidence pendant 6 mois. Ah, voilà. Et pendant cette, faut dire, et le thème de la résidence, en fait, c'était un séminaire organisé, co-dirigé avec l'Acide devant Dominique Malaquais, qui s'intitulait Cosmocide. Cosmocide, c'est un néologisme inventé par un écrivain congolais, Sony Laboutansi, Sony comme Sony, Labou comme Laoubahu, et Tansi comme Tansi, que je vous recommande vivement d'ailleurs. Et Cosmocide, dans l'esprit de Sony, c'était une interrogation en 1973, donc déjà sur l'entropie qui afflige la planète, qui la dévaste. On est en 1973 quand Sony Laboutansi commet ce néologisme-là. Or, au même moment, 73, 72, enfin 73, il y a le rapport de Rome, du Club de Rome, Halte à la croissance, avec un point d'interrogation. C'est celui-là aussi qui avait fait que, en lisant le rapport du Club de Rome, j'ai quoi, 18, 19 ans, je me dis, mais donc, tous ceux qui vont étudier l'économie, là, est-ce qu'ils ont bien lu le rapport du Club de Rome? Est-ce qu'ils ont bien compris de quoi ce qui retourne et les enjeux qu'il y a derrière tout ça? Donc voilà, si je suis à Poitiers aujourd'hui, c'est au terme d'un parcours comme celui-là, qui est un parcours très transversal, presque chaotique, mais ça ne me, on va dire, pour des tas de gens dans mon pays, dans ma société, où ce qui est prisé sont les voies rectilignes, là où Michel Serres, justement, dit qu'en fait de rectiligne, les voies les plus porteuses et de sens et les plus riches sont les lignes brisées, le zigzag. Le zigzag est une figure que Michel Serres, veut dire, mettait en exergue de sa philosophie. Et c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue mathématique avec les intégrales, quand on fait des zigzags, on embrasse plus de champs qu'avec une ligne droite. C'est clair et c'est net, quoi. Je veux dire, c'est très clair et c'est très net. Donc, c'est au terme de ce parcours en zigzag, chaotique, partagé entre l'économie, l'art contemporain, une prédilection jamais démentie pour le champ scientifique, que je me retrouve ici. Et si je n'ai pas quitté le champ scientifique aussi, c'est parce que pendant longtemps, je me suis demandé, mais enfin, on ne peut pas prétendre que avant l'Occident, ou avant les Faustiens, comme je dis souvent, les gens de chez moi en Afrique ne savaient rien. Et donc, à partir de 1985, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les cosmogonies africaines. Entre le renard pâle, publié par Marcel Griol, et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres que j'appelle aujourd'hui des chartes africaines du réel, je me suis intéressé à tout ça. Et j'ai fini par débusquer, ici et là, de véritables trésors cognitifs. Problème, c'est que comment évaluer ces trésors cognitifs? Ben, il se trouve que pour la plupart d'entre eux, pour les entendre, pour les comprendre, pour saisir ce que disent ces chartes africaines du réel, ces cosmogonies, comme les anthropologues les ont appelées, avec parfois beaucoup de condescendance. Eh bien, pour les aborder, il faut s'équiper de biologie moléculaire,
de mathématiques à un très haut niveau, éventuellement pour certains de mécanique quantique et pour la plupart d'astrophysique. Autrement dit, je mesure depuis une trentaine d'années à peu près, je croise toutes les disciplines de la connaissance extensive, donc qui durent depuis les prémices de Francis Bacon qui l'initialise, en passant par Newton, Descartes et compagnie, je les croise avec les attendus que moi je débusque dans les cosmogonies africaines, autrement appelées par moi les chartes africaines du réel et de la complexité. Et de fait, l'entrée aujourd'hui du monde scientifique dans le champ de la complexité, enfin depuis quelques années, moi m'a complètement, on va dire, extasié parce que c'est dans ce champ-là que ces chartes africaines du réel prennent tout leur sens. C'est dire que ces gens qu'on a longtemps méprisés, tenus pour petite monnaie, etc., tous ces gens que le tiers exclu a fait taire depuis 500 ans, depuis Christophe Colomb et ses petits camarades, eh ben, ces cultures-là, elles étaient déjà immergées dans la complexité. Et s'il y a un enjeu aujourd'hui, c'est bel et bien un enjeu de traduction entre ces dispositifs compréhensifs au sens de l'anglais comprehensive, on dirait holistique, mais c'est un mot un peu bizarre pour moi parfois, c'est la traduction de ces champs compréhensifs vers, ou dans l'autre sens, vers le champ extensif. Et je répète, bien souvent, pour comprendre ce que disent la plupart de ces cosmogonies, de ces chartes, il faut s'armer de biologie moléculaire, de mécanique quantique, d'astrophysique et des mathématiques sophistiquées genre NP problème. Bon. Il y a d'ailleurs une de ces chartes au Cameroun qui dit une chose très, 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 très belle, une maxime. C'est le mythe de la restauration du peuple bassa du Cameroun. Je ne sais pas si Sadrak est là, mais bon, voilà. Cette maxime dit ceci. Le monde est une chute de chimpanzés, il se perturbe et il se restaure. Je vais rajouter encore la chose suivante, c'est que toutes ces cultures étaient des cultures solaires au sens que héliocentriques. Là où la culture occidentale, l'Égyptienne, est géocentrique depuis la Grèce. Et en tant que des cultures héliocentriques, tous les énoncés, tout l'arsenal énonciatif de ces cultures-là, il suffit de creuser un petit peu pour y trouver de la thermodynamique. Mais l'air de rien, quoi. Alors, tu te dis, les anthropologues n'y ont vu que du feu. Excuse-moi, Jean-Loup, mais bon, c'est pas à toi que je m'adresse. Ils n'y ont vu que du feu. Tu grattes un peu, tu trouves la thermodynamique. Et tu te dis, mais s'ils n'y ont vu que du feu à ce point-là, ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire de réhabilitation. Parce que la disqualification qui pèse sur ces énoncés-là, elle est juste catastrophique, quoi. Aujourd'hui, on parle de collapsologie, on parle d'effondrement partout, mais il suffit de lire Amadou Ampateba, par exemple, Njedo Dewal, La grand-mère de la malédiction. C'est un récit sur l'effondrement. C'est un récit tout entier sur l'effondrement et sur l'entropie et la négantropie. À condition d'avoir, c'est-à-dire la tête ouverte sur la thermodynamique, à ce moment-là, ça se comprend facilement. C'est pour ça que je parle de traduction. Et quand nous avons besoin aujourd'hui d'individus à cet endroit-là, qui fait que le fossé qui sépare encore aujourd'hui les énoncés des cultures disqualifiées par le tiers exclu, donc africain, les cosmogonies, et tout ce que depuis Francis Bacon, Newton, Descartes et compagnie ont dit, il nous faut trouver le lieu, le moment, les individus, pour enfin accorder ces deux champs énonciatifs-là. Et tout ce qu'on appelle proverbe, adage, etc., ou qu'on a bien voulu mettre dans la rubrique adage et proverbe en Afrique, c'est surtout de vrais trésors cognitifs qui parlent de ça. J'ai depuis 30 ans, 35 ans, un livre magnifique, écrit par un homme que j'aimerais bien rencontrer, Albert de Surgy, La divination par les 8 cordelettes des Mwamba Gourma. Et quand on sort de là, il explique que ces gens-ci, leur divination, leur charte là, pour bien la comprendre, il faut aller dans la biologie moléculaire. Je n'ai jamais trouvé le moindre commentaire sur cet ouvrage que je lis depuis 1985.
jamais trouvé le moindre commentaire. Et quand je l'ai vu, quand je l'ai acheté la première fois en 85, à un prix exorbitant quand on est au Cameroun, et quand je suis tombé, arrivé à la fin, quand je tombe sur cette conclusion qui dit que pour les comprendre, il faut aller chercher la biologie moléculaire, je me suis dit, mais enfin, personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Or, aujourd'hui, comment il s'appelle Nicolas Bourriau, dans son dernier livre, là, Inclusion, il ne parle d'intelligence moléculaire. Donc, nous sommes rendus à un moment de l'histoire du monde et de l'histoire de la connaissance qui va avoir besoin que quelques-uns se départissent d'une certaine arrogance, en l'occurrence les faustiens, comme je les appelle. Oui, parce que là aussi, il y a une gigantesque imposture qui se déroule aujourd'hui sémantique. Là où Michel Serres en 2001 dans Omniscience parle de la toxipotence du genre humain. Donc aujourd'hui, nos activités ont atteint la magnitude des volcans et des séismes, etc. Mais lui n'emploie pas le mot anthropocène. Depuis 2001, les uns et les autres, tranquillement, ils parlent d'anthropocène. Enfin, on est dans un régime et dans un registre de démesure et d'hubris. Qui c'est qui est responsable de ça? C'est quand même pas l'espèce humaine. On sait bien qui est le sujet de ça. Et quelle est la figure de la démesure depuis 5 siècles ou 4 siècles en Occident? N'est-ce pas Faust? Donc, pour moi, Lionel Manga, on est plus dans le faustocène que dans l'anthropocène. Voilà. Et donc, je cherche querelle depuis quelque temps, ou des endroits où oui, je cherche querelle, ouais, pour de vrai, avec ceux qui promeuvent la notion d'anthropocène, parce que c'est faux. C'est pas vrai. L'entropie qui dévaste la planète, ah ben, elle relève d'un régime de démesure, et c'est Faust. Je suis désolé. Il n'y a pas moyen de dire ça autrement. D'ailleurs, il y a un économiste suisse, Christian Bisswanger, qui a écrit un livre dont il traite de cette question de Faust et qu'il relie d'ailleurs à la création de monnaie. Quand on voit le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, là, des uns et des autres, pour ne pas les nommer, le quoi qu'il en coûte là, c'est une démarche faustienne au sens de Bisswanger. De créer de la monnaie comme ça, créer. Et après, on va s'étonner de ce qui va arriver dans 5 ans, parce que toute cette monnaie créée, elle va atterrir où? Mais dans les poches des investisseurs institutionnels, dans les marchés, sur les marchés. Les zinzins, comme on les appelait quand j'étais gamin à la fac. Les zinzins. Plus personne ne parle de zinzins aujourd'hui. En fait, c'est vraiment des zinzins. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à Poitiers pour en parler quand même? OPA. Évidemment, on n'allait pas chercher Veolia ni Suez, ni offre publique d'achat. Non. C'est Ode aux preux africains. Et pourquoi Ode aux preux africains? Les preux africains, ce sont les soldats africains, et en particulier venus de l'Afrique équatoriale française, et qui ont formé en 1940, on va dire, l'épine dorsale de ce qui va devenir la mythique deuxième division blindée du maréchal Leclerc. Tout ça a commencé au Cameroun. Ça, je le savais de manière assez précise. Mais en 2014, je suis tombé sur un bouquin dont le titre est, tenez-vous bien, La France libre fut africaine, écrit par un historien canadien, Eric Jennings, et qui c'est qui dit que la France libre fut africaine? C'est Jacques Soustel, soi-même, commissaire à l'information du général de Gaulle. Mais toute l'histoire qui se raconte autour de la Seconde Guerre mondiale, etc., aux jeunes Français, à l'école primaire, au collège, ne dit pas que la France libre fut africaine. Et donc, moi, je me suis dit, OK, on va s'occuper de ça. Il se trouve que ces braves preux africains, ces fantassins qu'on a regroupés facilement sous la dénomination tirailleurs sénégalais. Figurez-vous que malgré leur bravoure, malgré le fait que partis de Yaoundé, passant par Brazzaville, Fort-Lamy, traversaient le désert, bousculaient le renard du désert, Rommel, fait Koufra et le Serment, etc., traverser la Méditerranée, fait la campagne d'Italie du Tassin, et ensuite fait le débarquement de Provence, eh bien, ces braves fantassins africains ont été privés de l'ovation à laquelle ils avaient droit sur les Champs-Élysées parce que le commandement militaire américain avait intimé à De Gaulle et à Leclerc, eux, ils ne veulent pas voir de nègres sur les Champs-Élysées. Et le général de Gaulle et Leclerc se sont inclinés. Je vais ajouter piteusement. Donc,
le sachant, le découvrant, je me suis dit, en 2019, quand quand Bénédicte Allieu me dit, écoute, fais-moi une autre proposition, comme ça, on te met en résidence ici, etc. Je lui ai proposé Ode aux preux africains, que j'allais fabriquer quelque chose pour rendre hommage à ces braves gars qui sont venus mourir sur le sol de France. Mais leur sacrifice aura été mis entre parenthèses, voire même oublié. Donc, aujourd'hui, quand le gouvernement de M. Macron décide que les maires de France dans leur commune vont leur attribuer quelques places, quelques rues ou centres sportifs, je ne sais pas, c'est bien joli. Mais personnellement, je trouve qu'on est loin, loin, loin du compte. On est à des années-lumière du compte. Donc, depuis le 13 janvier, je suis installé à Poitiers pour préparer ce que j'ai appelé, non pas une OPA, mais ça a changé de nom, j'appelle ça ovation. Une ovation que je vais rendre à ces fantassins africains qui combattirent pour libérer la France de la barbarie nazie. Et que la France a eu le don d'oublier pendant toutes ces années-là. Oui, elle a oublié tout ça. On ne lui a pas enseigné ça à la France, en tout cas aux jeunes Français. On ne leur a pas enseigné que la France libre fut africaine. Et elle le fut bel et bien. Ça va être l'occasion pour moi ici de remercier Sandra Becher de la ville de Poitiers qui m'a accueilli et de remercier aussi Patrick Tréguet du centre, non, pas du centre, de l'espace Pierre Mendès France ici à Poitiers, un lieu qui s'occupe d'art et de sciences. Et ça aussi, en le rencontrant, j'étais, heureux comme un gamin, quoi, parce que trouver des gens avec qui, quelqu'un avec qui je peux parler d'art et de sciences, cette liaison transversale comme ça, un interlocuteur de haut vol, quoi, presque 4 étoiles. C'est pas dans mon pays que ça arriverait. Je suis même pas sûr qu'à Paris, je le trouverais très facilement, quoi. En tout cas, j'ai trouvé Patrick Tréguet à l'espace Pierre Mendès France et le 18 juin, on pouvait mieux choisir la date. Lui, il l'a choisi dans son calendrier, sur son agenda chargé. Le 18 juin 2021, je vais produire cette ovation pour les fantassins africains qui libérèrent la France et qui quittèrent l'Afrique et que, malheureusement, l'historiographie aura jusqu'à présent négligé. Bon, je crois que ça fait un moment que je parle. C'est bon, là. Ça va? Personne n'est perdu? Je pense que ça va. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions, vous pourriez nous décrire, comme vous l'aviez fait quand on s'était rencontrés, votre projet Ovation, du coup? Alors, ovation, ça va être quoi? Ça va être un ensemble de lectures, de textes. Il va y avoir la saison des prunes de Patrice Nganan, écrivain camerounais. Le livre porte complètement sur cette question de 40-44. Je vais probablement lire aussi, je n'y pensais pas, mais ça m'est revenu, un petit bout de La France libre africaine d'Eric Jennings, où il explique comment dire, les raisons pour lesquelles Leclerc se précipite au Cameroun sur les instructions de De Gaulle. Je vais également lire une partie d'un livre que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, paru chez Actes Sud, Anne-Marie Gara, qui parle d'humeur noire, parce qu'elle traite des questions de mémoire, etc. Et puis, voilà. Alors, ce sera basé sur... C'est rigolo, hein, mais quelques jours après mon arrivée à Poitiers, sur la table à la cuisine de la villa où j'habite, il y avait des bouteilles de Badois rouge. Et dans ma tête, tout de suite, ça fait « Woup !» Ok, j'ai mes soldats. Bon. Donc, je vais représenter mes soldats avec des bouteilles de Badois rouge, comme les petits soldats de plomb, hein, évidemment. La métaphore est toute trouvée. Et pendant 30 ou 40, ça va durer peut-être 45 minutes, 40-45 minutes. On va commencer, ça va s'ouvrir, puisqu'on est le 18 juin, ça s'ouvrira donc sur l'appel, bien entendu. Ensuite, il va y avoir pourquoi Leclerc et quelques compagnons débarquent à Douala le 26 août 1940. Pendant 3 jours vont avoir lieu ce qui s'appelle les Trois Glorieuses. Donc, ils vont ravir l'espace camerounais à l'hégémonie de Vichy, en gros. Ça s'appelle les Trois Glorieuses. 27, 28 et 29 août 1940. Ensuite, je vais, toujours sur fond de musique, une bande-son de guerre, de chants de bataille, etc. Je vais énoncer la trajectoire tout le long des champs de bataille. Ensuite,
il va y avoir des voix off dans 2 ou 3 langues de chez moi qui seront des... C'est difficile à traduire en anglais, en français. Ça, on appelle ça en syllabe. Littéralement, c'est demander la mort. Mais ça veut dire rien dire de demander la mort en français. Il faut comprendre ça comme interroger le pourquoi du comment d'être mort, on va dire. The reason why. Voilà. Le syllabe, c'est the reason why. Pourquoi vous êtes mort? Pourquoi tu es mort? Pourquoi un tel est mort? Chez nous, quand quelqu'un disparaît, avant qu'on l'inhume, il y a cette espèce de tribunal, comme ça, entre guillemets, où sa famille, ou les familles en général concernées par cette disparition, viennent demander la mort, quoi. Il est mort de quoi? Et donc, le chef de la famille affligée, chaque fois qu'on lui pose la question, il répond derrière, à chaque fois, il répond derrière. Ça peut devenir très violent. Ça peut devenir très violent, mais généralement aussi, c'est plutôt cool, quoi. Je veux dire, mais ça peut être assez dur si les rapports entre les deux familles n'ont pas été, voilà, ne sont pas apaisés. Cette demande de la mort, là, cette interrogation sur les causes du décès peut devenir très, très difficile. Donc, il y aura ce moment-là. Et puis, je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon, ce ne sera pas drôle, quoi, tu vois. Et il y a quelques jours, j'ai trouvé un truc très, très drôle pour signifier le fait que mes soldats meurent. Mais je ne vous le dirai pas. Je ne veux pas vous le dévoiler parce que c'est trop mignon. C'est trop, trop, trop mignon. C'est trop mignon. On le verra ce jour-là. Donc, c'est essentiellement des lectures, quoi, sur fond de musique, bande son de guerre au commencement, et après, je verrai avec Patrick Tréguet m'a dit, ne t'inquiète pas, on te fera des bandes son parfaites. Il se trouve que l'espace Mendes France est dans un programme de lecture, et donc le projet Ovation lui convient parfaitement à cet égard-là. Voilà. C'est une performance en gros, quoi, on va dire. C'est une performance et je crois on évoquera tout à l'heure le côté anti-destin de cette performance pour quelqu'un qui, il y a quelques années, ne se destinait pas du tout à ce registre artistique. Mais avec Dominique Malaquet, depuis quelques temps aussi, en 2018, on a une réflexion sur la performance. On a été à Bamako, non pas Bamako, pardon, à Ouagadougou ensemble en 2019, au Récréatral, atelier à performance. En 2018, au Centre national des arts, au Centre national dramatique de Pantin, c'est bien ça, Dominique? On a fait une performance avec Djelili Atikou, un artiste nigérian, autour de la question du nucléaire. Et donc, on développe une réflexion sur la performance, elle et moi, avec deux, dans le cadre d'un atelier qui est itinérant, quoi, je veux dire. Donc, voilà, Ovation, ça va être une performance, voilà, une performance, 30, 40, 45 minutes en gros, et puis la musique, les bouteilles de badois rouge, et on aura une petite centaine. Et voilà, ça, je peux vous le dire quand même, parce qu'à un moment donné, je vais mettre au bout de ces bouteilles, introduire dans le boulot, des petites loupiottes LED qui rendent juste parfaitement, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, et elles seront peintes en rouge. Et l'espace où je vais me produire s'appelle la Black Box. C'est un espace tout tendu de noir. Alors, des loupiottes rouges et des bouteilles rouges dans un espace tout tendu de noir, merci monsieur Stendhal, quoi. On a le rouge et le noir. Et c'est aussi les couleurs de l'anarchie, voilà. Donc, l'un dans l'autre. Donc, oui. Moi, j'aime bien faire ça l'un dans l'autre, quoi, je veux dire. Mais c'est aussi les couleurs de l'UPC. Le crabe rouge sur fond noir. L'UPC, c'est l'Union des populations du Cameroun. C'est le parti qui, en 1948, créé le 10 avril, donc il n'y a pas longtemps son anniversaire, portait l'espoir de l'indépendance. Et que De Gaulle et Focard et Mesmer ont écrasé. Alors, c'est aussi un aspect terrible, quoi. C'est-à-dire que, en termes d'ingratitude, comment peut-on venir torpiller, comment ont-ils pu torpiller l'indépendance africaine alors que c'est cette Afrique-là qui libérait la France? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur caboche? Pierre Mesmer dit dans un documentaire fait par mon ami Valérie Yozouf, qui occupe en ce moment l'Odéon, Pierre Mesmer dit, sur le tard, donc à la fin de sa vie, tout penaud, il dit que ils ont octroyé l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. Voilà. Voilà comment le gaullisme a remercié l'Afrique qui avait sauvé la France, en octroyant l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on doit en dire? Comment on doit considérer ça? En termes moraux, tout simplement. Juste en termes moraux. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où il faut que la morale se mêle de politique. Je parle d'une gigantesque, d'une vaste, d'une profonde, d'une terrible, d'une astronomique ingratitude. Et c'est de ça que l'Afrique continue de pâtir. Et à ce titre-là, puisque Jean-Loup est là,
Nous nous demandons tous, enfin quelques-uns en tout cas, se demandent à quoi va rimer cette conversation entre Achille Mbembe et Emmanuel Macron. À quoi rimera-t-elle? Dans quelle mesure est-il seulement capable de procéder à ce que j'ai appelé un aggiornamento, de désinitialiser ce qui a été initialisé en 1958? Parce que ça vient de là, de 58. Entre le moment où Sékou Touré dit non à l'Union française, ah bah de Gaulle et les autres, ils prennent tout ça très mal. Ils ont déjà l'Algérie sur le dos, ils sont de Dien Bien Phu, et donc après la Guinée de Conakry, et Sékou Touré son nom, ils ont entrepris de casser, mais littéralement de casser toute l'Afrique francophone. Dans mon pays, je sais ce que ça a fait. Je vous l'ai dit au début, mais très rapidement, mon père était le premier commissaire de police. J'ai entendu gamin à table à la maison à Douala, la grande ville portuaire aéroport, les horreurs qui se déroulaient en 1960, 61, 62. J'avais 7 ans, 6 ans, etc. Je les ai toutes entendues. Quand je suis arrivé en 6e à 10 ans à Liberman, je savais sur mon pays plus que n'importe qui de ce point de vue-là. Ce n'était pas en termes politiques, mais ce qui s'était passé, je le savais sur le bout des doigts. Parce que papa nous le racontait à table à la maison. Il le racontait. Le couvre-feu, c'est un mot que je connais depuis très longtemps. On a vécu ça. Les laissés-passer, on a vécu ça. Moi, je suis né dans une région de l'ouest du Cameroun où a eu lieu un véritable massacre, quoi. Mon ami Patrice Nganou appelle ça génocide. On peut en discuter, bien entendu, mais il fait de la provocation. Mais dans l'ouest, à 9 ans, quand j'ai quitté l'école française un beau matin comme ça, brutalement, parce que papa, donc, n'en faisant pas autant que les gens de Yaoundé, ses supérieurs, voulaient, s'est retrouvé affecté disciplinairement. Va te faire voir ailleurs. Ils l'ont renvoyé à l'ouest. Et un jour que je me lève avec maman pour aller au marché de Tchang, dans cette ville où je suis né aussi, en 55, on arrive au marché, et qu'est-ce qu'on trouve à l'entrée du marché? Eh bien, des têtes coupées, fichées au bout de pieux en bambou. Parce que l'armée française et puis l'armée camerounaise, avec les instructeurs français, pour terroriser et terrifier et dissuader qui que ce soit de demeurer dans l'insurrection de l'UPC, eh bien, quand ils allaient en opération, comme ils disaient, quand ils revenaient de là, ils décapitaient les prisonniers et ils fichaient leur tête au bout de pieux en bambou. Et avec ça, moi, à 18 ans, j'aurais tranquillement continué en économie pour devenir éventuellement directeur d'Orange au Cameroun. Non, trop peu pour moi. Vraiment trop peu pour moi, quoi. Voilà. Maïla, je ne sais pas si tu veux poser une autre question. Bah, du coup, il commence à être l'heure, je pense. Donc, François, on en a d'autres, mais je ne sais pas si. On peut juste peut-être se poser une dernière question qui est en rapport avec notre thème, et vous l'avez mentionné tout à l'heure. En quoi votre parcours, même si si vous en avez parlé, et votre projet et tout ça, s'inscrit dans un antidestin au final. Mais c'est parce qu'en termes d'antidestin, c'est pas là que j'aurais dû me retrouver. C'est ce que je dis. D'ailleurs que, normalement, si on peut dire normalement, euh, j'aurais dû faire tranquillement des études d'économie, faire un doctorat du 3e cycle, éventuellement une agrégation, ensuite rentrer au Cameroun, m'insérer dans le système de la dictature, et puis dans ce système-là, devenir une espèce de cacique de ponte, et puis voilà, ça aurait fait plaisir à mon père et à ma mère, et à toute ma tribu, et à tous leurs amis, et éventuellement mes frères et mes sœurs, mais j'ai fait exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai fait tout faux, quoi. J'ai fait tout faux. J'ai fait tout faux. Me retrouver à écrire quand Nicolas Martin-Granel me rencontre en 2000 et qui me dit montre-moi ce que tu as écrit, moi je me dis mais j'ai encore rien écrit, il me dit mais j'en ai rien à cirer, montre-moi les fragments que tu as écrits, je lui montre et il me dit continue d'écrire comme ça. C'est ça l'antidestin, sortie de route quoi, voilà, violente sortie de route. Et puis avant qu'on sorte d'ici, il faudrait qu'on passe quand même ce clip. Ah oui. Ouais, on va le faire tout de suite Tout de si suite. vous avez fini. Merci Ouais, Léna. donc Lionel voulait qu'on passe un clip. Je voulais juste le présenter rapidement et après on le passe avec plaisir. Fait par Sadrak, Négrissime, les gamins que j'ai aidé à pousser en 96 de la scène rap du hip-hop.
D'accord, on passe ça tout de suite. Je partage l'écran. Après, on va... Est-ce que vous entendez là? Oui, oui, j'entends. Parfait. Doucement, bien dans élégamment. Je titube parfois, je tombe et je me relève. Des choses comme ça sont parfois les choses qui m'énervent. Ne parle pas mes choses, les choses sont mes choses. La bière c'est pas la course, chacun dans sa dose. J'ai quitté le village, je voulais vivre mieux. Quand j'ai eu beaucoup d'aide en ville, j'ai fait le nyanga. Je courais vers le succès. J'ai piétiné les gens en courant vers le succès. À l'époque je buvais, je veillais, je tournais de bar en bar. J'ai tellement bu de bar en bar que je suis devenu barbare. Maître noyé le souci, ah oui tu me connais bien. Meilleur élève de la soif, je vois, là sur 20. Que celui qui n'a jamais titubé, que jette la première bière. Si tu n'as jamais titubé, jette-moi la première bière. Que celui qui n'a jamais titubé, que jette la première bière. Si tu n'as jamais titubé, jette-moi la première bière. Jette-moi la première bière. Jette-moi la première bière. Jette-moi la première bière. Aujourd'hui là, j'ai bu un litre de Matambo à sauce. J'ai déjà posé Pitacola et j'ai bloqué mes écorces. L'homme doit être debout, surtout à 5h du matin. Il ne suffit pas de boire, faut aussi livrer le plantain. Ma jolie est passée l'autre jour à la maison, elle voulait goûter. Moi je n'ai pas assuré, elle sentait le poisson braisé. En plus j'étais fatigué, la chaudasse est allée raconter dans tout le quartier qu'elle m'a donné ça en gros. Non, et j'ai titubé, que celui qui n'a jamais titubé, que jette la première bière. Si tu n'as jamais titubé, jette-moi la première bière. Que celui qui n'a jamais titubé, que jette la première bière. Si tu n'as jamais titubé, jette-moi la première bière. La vie ici en ville est bien, hein. On gère de ce problème. On court dans les embouteillages pour cul de courant. J'aime. Les enfants sont des gunmen, vraiment des phénomènes. Ils aiment mon agent plus que moi. Aka, est-ce qu'ils m'aiment même? Les enfants Android, on appelle même encore ça les enfants. Ils regardent les films pour adultes et ils ne respectent que l'argent. La vie de la ville m'a traumatisé, je ne sais même plus quoi dire. En attendant ma mise en bière, je chante, je danse, ça les dit. Que celui qui n'a jamais titubé, que jette la première bière. Si tu n'as jamais titubé, jette-moi la première bière. Que celui qui n'a jamais titubé, que jette la première bière. Si tu n'as jamais titubé, jette-moi la première bière. Jette-moi la première bière. Jette-moi la première bière. Jette-moi la première Bon. Ben voilà. Voilà un petit bout de la créativité contemporaine camerounaise de musique urbaine. Et donc, ce Sadrak-là, il fait partie des jeunes qu'en 96, ceux à qui j'ai fourni une plateforme pour que le rap et le hip-hop démarrent dans mon pays qu'on appelle le 237. Voilà. Je suis en ligne, je vous suis, tonton Lionel. Merci beaucoup. Ah ben voilà, il est là, Sadrak. Il est là. Je ne sais pas Il si est vous là. m'entendez, mais voilà, je vous suis un peu, c'est passionnant, c'est intéressant. Mais vas-y, parle, hein.
On en profite. Ah, voilà. Ah, génial. OK, bon, vous m'entendez, c'est magique, la technologie. Parce que je me trouve à Yaoundé, là, au quartier Arrête des les commentaires, SOS. ça drague pas. Et je voulais dire merci, merci. Et puis, merci pour ta folie heureuse, ton ivresse de papillon. C'était ça, d'ailleurs, le titre de ce livre que tu as sorti il y a quelques années, L'ivresse du papillon. Et je me reconnais totalement dans cette façon de s'exprimer. D'ailleurs, qu'on retrouve un peu dans cette chanson, qui est une chanson un peu d'autodérision, une chanson pour dire, bon, que celui qui n'a jamais titubé me jette la première bière, puisque, bon, on sait au Cameroun que l'ivresse, ça nous connaît. Hein. Apparemment, en 2015, au Cameroun, on a consommé environ 15 millions de litres de bière, presque l'équivalent du débit du plus grand fleuve, de l'un des plus grands fleuves du pays, la Sanaga. Et c'est une façon, en fait, finalement, pour nous de traverser le temps qui est tellement lourd dans nos pays, dans nos espaces, que de s'inventer de l'ivresse comme ça au quotidien. Je parle de ça dans cette chanson, vous l'aurez compris. Et puis, je parle aussi, bien sûr, de nos petits échecs quotidiens, que ce soit dans le cadre intime des vies de couple ou des vies d'entreprise ou des vies de famille. Beaucoup de choses qui ne vont pas du fait d'un conditionnement un peu outrancier que nous subissons, du fait d'injonctions qui nous viennent de partout et qui créent une situation assez difficile des fois à vivre dans nos espaces, que ce soit les villes du Cameroun ou les villes des autres pays francophones qui sont vraiment devenus des lieux de promiscuité et où on se marche un peu les uns sur les autres. Mais heureusement, on a l'ivresse de la bière, on a l'humour aussi, et surtout cette autodérision que nous avons au Cameroun, qui a souvent été portée par des humoristes comme Jean-Michel Cancan, des artistes aussi comme Francis Bébé, des artistes comme Donny Elwood, à qui je fais un clin d'œil dans cette chanson, La Première Bière, notamment quand je parle de cette scène, quand je décris cette scène où je vais au lit avec une demoiselle que j'ai désirée et je titube. Je n'assure pas au lit. Je titube et je tombe. Et je dis simplement, bon, mais ça arrive, hein, ça arrive. On n'est pas fort tous les jours. On s'est raté. On s'est raté sur le plan parfois individuel. On s'est raté aussi des fois sur les plans collectifs. Mais c'est pas grave. On tombe et on se relève. Et que celui qui n'a jamais titubé nous jette cette première bière. Au moins, si on peut avoir un peu d'ivresse pour traverser des petits moments et rigoler de tout ça, c'est toujours ça de gagner, quoi. Voilà, c'est un peu ça, un peu l'histoire. C'est l'aventure ambiguë, c'est l'histoire que Cheikh Hamidou Kane raconte dans le livre L'aventure ambiguë, avec son personnage Samba Diallo, qui se retrouve déchiré par le choc entre une civilisation venue d'ailleurs, qui est censée être la civilisation qui va sauver l'Afrique, et une façon de vivre qui était une façon de vivre endogène et éprouvée pendant des millénaires et qui avait fait ses preuves. Et Samba Diallo va aller à l'école étrangère et il va se trouver que de ce choc, il ne se remettra jamais. À la fin du roman, ce héros, Samba Diallo, qui est donc en fait une sorte d'anti-héros, puisqu'à la fin, le mec, il meurt, quoi. Comme dans les films d'Alain Delon, le héros meurt à la fin. C'est fou. Là, l'antidestin de nouveau, quoi. Voilà. Voilà, l'antidestin de nouveau dont tu parlais, tonton Lionel. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire pour ajouter mon petit ingrédient. Grain de sel bon moment. ou de piment. Thank you, Sadrak, d'avoir été là. Thank you. Merci. Je tenais vraiment à ce que ce clip soit vu. Oui. Parce qu'en plus, il a eu beaucoup de mal à la voir, à le faire. Mais voilà, il a dit une chose importante, c'est l'autodérision. C'est elle qui sauve notre pays, ma société camerounaise. Sans elle, c'est un pays qui aurait explosé depuis très, très, très longtemps. Beaucoup d'autodérision. Ouais. Je voulais aussi, avant de rendre la parole définitivement, dire que, et ça c'est pour éventuellement quelques potes sénégalais qui sont là, c'est que toute cette aventure des fantassins africains a aussi un moment terrible. C'est le camp Charoy à Dakar au Sénégal, où ceux qui ont été démobilisés à un moment donné sans avoir touché leur solde, quand ils la demandent, ah bah, ils vont se faire opposer à un refus catégorique et ils vont être passés par les armes. Donc, sur l'historiographie de la France libre africaine, il y a encore d'énormes points noirs, comme le camp de Charoy. Voilà. Et cette ovation à laquelle les preuves venues de l'AEF du Cameroun n'eurent pas droit.
Merci beaucoup. Juste, je ne sais pas si certaines personnes dans la conférence ont des questions rapidement pour Lionel. Et sinon, on va pouvoir clore la conférence. Mais si vous avez quelques questions, ça peut être intéressant aussi, bien sûr, si Lionel, vous acceptez de rester encore un peu. Mais voilà. Moi, je suis prêt à répondre à des questions, hein. Et les 24 participants là. Ou alors tout est dit, ite missaes, comme on disait en latin. Tout doit avoir été Bon, bah, dit, peut-être. apparemment, C'est super complet. Donc, Monsieur Hamsel, je pense qu'il veut poser une question. Oui, je, ben, je me lance. Vas-y, lance-toi, Jean-Loup. Non, ce qui m'a plu dans ce que tu as dit, c'est l'opposition entre les cultures africaines et puis ce que tu appelles la culture faustienne occidentale. Et au fond, tu remets en cause cette bipartition, c'est-à-dire au fond, tu te fais l'apôtre des savoirs endogènes, si on peut dire ça comme ça encore. Et moi, je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, mais je prendrais le problème par un autre bout, c'est-à-dire au fond, plutôt que de dire d'un côté, il y a les cosmologies africaines, type Renard-Pal, de Griot ou autres, hein, les chartes, comme tu les chartes africaines du réel, oui. Les chartes africaines du réel. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'équivalent dans ce qu'on pourrait appeler la culture occidentale, c'est des chartes européennes du réel. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il faut abolir, c'est la différence entre ce qui serait de l'ordre du mythe, du côté africain, quoi, disons africain, ou amérindien, et du côté de la rationalité qui serait du côté de l'Europe, de l'Occident, etc. Toi qui as une formation d'économiste, si j'ai bien compris, moi quand j'écoute les économistes, quand je lis les économistes, je ne peux pas m'empêcher de les voir comme des espèces de voyantes, comme des espèces de devins, comme des espèces de géomanciens, parce que bon, la divination au Mali, c'est essentiellement la géomancie. En fait, ils nous prédisent des crises, par exemple des crises économiques, qui ne se produisent jamais ou qui se produisent 10 ans après la date qu'ils ont annoncée. Et donc, finalement, je trouve que leur travail, leur réflexion, leur science, entre guillemets, n'est pas différente finalement de celle des devins africains ou des voyantes extralucides. Je veux dire, il n'y a pas un monde de la rationalité occidentale et un monde de l'irrationalité, du mythique, du cosmogonique africain ou autre. Voilà. Donc le grand partage, à mon avis, il n'existe pas. Je pense que c'est un peu ça aussi. C'est une autre façon, il me semble, de dire ce que tu as voulu dire. Ça marche. Ça marche. Surtout pour les économistes, quoi. Tu vois, je veux dire, ce que tu dis en termes de géomancien ou de devin, c'est un des aspects qui m'avait franchement, proprement dégoûté à l'université. Parce que moi, je ne me contentais pas, tu vois, de l'amphi N à Tolbiac de 1100 places. Non. J'allais à la COFAS, à l'INSEE, à l'OCDE. Je pratiquais tous les grands organismes techniques de l'économie. J'arrivais, je posais des questions totalement candides. Ça pouvait durer. Et puis, chaque fois que je posais une question, on me disait, bouge pas. On m'envoyait un ou deux directeurs, tu vois, avec qui je parlais pendant 1 heure. Et quand tu sors de là, tu intègres tout ça. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'on m'enseigne? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Jusqu'au jour en 76, je découvre que, parce qu'il y a eu une tempête de neige sur le plateau de Anatolie, qui est une grande réserve de blé, quelques heures après ou quelques jours plus tard, les prix avaient changé sur le marché à Chicago. Le lien que j'ai établi à cette époque-là m'a fait me dire, donc, la météo et la formation et les prix sont liés, mais nulle part dans le cours sur la formation des prix, on ne te dit que la météo peut intervenir dans leur formation. Tu dis, OK, c'est bon, gardez l'économie pour vous. Non, mais tu as raison de remettre ça en place comme ça, tu vois. Je voulais simplement dire aussi que, peut-être rajouter derrière toi que je pense pas que les devins africains, ils ne prétendent peut-être pas l'exactitude, mais il y a quelque temps, y réfléchissant, je me suis dit, ils sont dans la réduction de l'incertitude, surtout. Et réduire l'incertitude, quelque part, c'est ce que Big Data fait aujourd'hui. Réduire l'incertitude, la réduire
autant que faire se peut. Et quand tu comprends ça comme la réduction de l'incertitude, à ce moment-là, on leur demande, je en tout cas, ne leur demande plus une prédiction exacte. Et de toutes les manières, les algorithmes prédictifs d'aujourd'hui, construits aussi par Noam Chomsky, mais ça, personne ne dit ça, en grammaire générative, les langages formels, je veux dire, participent eux aussi quelque part sauf que eux, ils vont jusqu'à la réduction, jusqu'à gommer l'ambiguïté du réel. C'est là la grosse différence. Parce que les langages formels ont cette prétention de gommer l'ambiguïté du réel. C'est impossible. C'est juste impossible, quoi. Là, il y a quelque chose de véritablement faustien. C'est de se dire, là où le réel oscille, et je crois que en fait, si je travaille sur l'oscillation, comme qui est le véritable lieu de l'être, quoi, c'est l'oscillation. Il n'y a rien de substantiel et de fixe comme ça là, mais l'oscillation me semble être le lieu même de ce qu'on appelle en philosophie l'être, osciller. Et l'oscillation, mais c'est le spin de la mécanique quantique qui fait comme ça en permanence, etc. Donc, ce travail de traduction d'une discipline à l'autre, d'un champ à l'autre, de deux civilisations, en mettant en suspens, enfin, même pas en mettant en suspens, en poussant dehors le tir exclu, véritablement, je pense que si on s'y met, c'est peut-être la voie d'une réconciliation et d'une conciliation aussi, vers laquelle notre humanité, le 21e siècle, peut et doit même et devrait s'engager de toutes les façons. Devrait s'engager. Et comme tu dis, en réduisant la part des mythes chez les uns et chez les autres. Absolument. Lena, is there anyone with a question out there? Je pense que là, c'est bon. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient des questions. Ils ont donc tout compris. Très riche, très complet, je pense. Donc, je pense qu'on est tous avec nos cerveaux qui fument. Et oui. Voilà. Bon, excusez-moi. J'avais pas l'intention de faire fumer vos cerveaux. Donc, voilà, je pense. Mais en tout cas, moi, j'étais content de pouvoir partager ça avec vous, quoi, je veux dire. Ouais, parce que c'est important, du point de vue de l'écriture de l'histoire, de rétablir certains faits. Et il me semble aussi que l'heure du dessillement est arrivée en Occident, quoi. L'heure du dessillement est arrivée. Il y a quelques années, j'ai rencontré de jeunes ingénieurs à Douala, toujours dans le cadre de l'art contemporain. On était chez le consul des États-Unis, puis on s'est mis à parler, on a sympathisé, et ils m'ont dit, mais tu sais, Lionel, tu vois, on est des ingénieurs. Mais de la 6e, où ils m'ont dit, ou du jardin, jusque-là, on n'a pas eu 5 heures d'Afrique en tout. Quand tu entends ça, tu tombes par terre, quoi. Tu tombes par terre. C'est quand même fou, oui. Tout un continent énorme comme ça, c'est fou. Tout un continent comme ça, je dirais que passer sous silence. Passer sous silence, quoi. Donc, le temps du dessillement est arrivé pour l'Occident, pour les Faustiens, hein, et les Faustiennes d'ailleurs. Et comme je dis, je cherche une querelle à tous ceux qui passent l'anthropocène, quoi. Parce que c'est pas l'anthropocène, c'est pas le genre humain qui est sujet de l'hubris et de la démesure qui a produit l'entropie qui dévaste la planète. C'est les Faustiens. C'est l'hubris et la démesure faustienne. Depuis le temps de la mesure au XIIIe siècle, etc., la quantité, and so on, je veux dire, ouf, il faut qu'ils assument ça et non pas qu'ils procèdent par cette extension abusive en disant l'anthropocène. Non, c'est pas l'anthropos. C'est pas l'anthropos. Le sujet est bien connu, bien situé, comme dit Judith Butler, je veux dire qu'on sait qui c'est. On sait qui c'est. Ok, merci Jean d'avoir été là, merci Sadrak, merci Léna, merci Emmanuel, merci technicien, c'était Adrien, c'est ça, je ne sais plus. Non, je me suis trompé peut-être. Et Nicolas qui était là aussi, merci beaucoup Nicolas. Voilà. Lionel, je voudrais juste rappeler quand même, parce que tu as passé sous silence beaucoup de choses, parmi tous les nombreux textes, je regardais un petit peu, il y en a quand même quelques-uns de publiés. Je voudrais, dans le cadre de ce que tu as dit un petit peu, là, tu avais fait un article pour l'anniversaire des indépendances, tu avais intitulé ça « La promesse inachevée ». Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens de ça, oui. Et je voudrais aussi mentionner que tu avais fait aussi un dialogue avec des lettres avec Céline. Ça, oui, avec Vincent Mécène, oui. C'était quand même projet avec Vincent Mécène, oui. Un texte tout à fait intéressant. Céline au Cameroun, et voilà, tu avais repris. Céline au Cameroun, oui. Et tu fais bien de rappeler ça, Nicolas. Moi,
puisque tu parles d'oscillation, je voudrais parler d'un texte malheureusement inédit que tu m'avais envoyé, une sorte de journal personnel, de l'inconsolation, comme tu appelais, entre Mangrove et Macadam. Et Macadam. Voilà, je rappelle ton oscillation. Voilà. Oui. Tu passes de l'un à l'autre assez facilement. Alors, Nicolas, lui, c'est le gardien de mes écrits depuis plusieurs années, quoi. Je veux dire, il y a tout un dossier, Lionel Manga, qu'il conserve précieusement. Heureusement qu'il est là pour témoigner comme ça. Mais heureusement aussi que c'est lui qui m'a dit en 2000, continue surtout d'écrire comme ça. Et il m'a ramené plus tard toute une panoplie de Michel Serres, quoi. Quand je lui ai dit la passion avec Michel, il m'a ramené toute une panoplie de Michel Serres. Et c'est grâce à ce cadeau aussi que je suis profondément entré dans l'œuvre de Michel Serres et que j'ai fortifié mon régime d'écriture. Merci Nicolas, merci compadre, parce que nous c'est compadre, c'est plus. Ah, c'est une belle soirée, je dis, d'avoir quelques amis chers et proches comme ça là. Et Jean-Loup n'est plus parti finalement. Bon. Je suis revenu. Tu es revenu, ah d'accord, ok. On a mangé un soir ensemble, il pleuvait dans le 13e avec sa compagne. Voilà. Mais on se verra quand je passerai par Paris avant de partir, depuis les manières 2 ou 3 jours. On se verra. J'espère que tu seras là. Mais c'était bien de vous avoir. C'était bien de vous avoir ce soir avec les Sciences Po de Poitiers. Cette petite conversation autour de l'histoire, de l'anthropologie et de bien d'autres champs, quoi. Je veux dire, de l'intelligence et du sort de l'humanité, du destin de l'humanité aujourd'hui au XXIe siècle. Où allons-nous? Où en sommes-nous? Voilà. Je pense que c'est important de... Ah tiens, il y a maman qui écrit, maman qui vient d'accoucher. J'ai une petite dans les bras aussi, je ne manifeste pas. Mais merci Julie d'être là. Je viendrai voir Ada quand je passerai par Paris. Voir bébé, c'est important. N'est-ce pas, Sadrak? Ah oui, ça, c'est sûr. Voir bébé. Voir bébé. Faire fort. Se faire une petite perfusion d'innocence, une petite... hein? Oui. C'est ça. Voir bébé, j'irai voir bébé à Paris. Et tu vois, Lionel, tu as 2 Julie Péguini en même temps. N'est-ce pas? C'est pas cher payé, hein? Non, mais c'est 2 Julie Péguini, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Voilà, ça nous a énormément intéressés. C'était super intéressant. Enfin, on a appris plein de trucs, je pense, tous. Et, Thank you, Maya. Comment? Je disais thank you de ton compliment. Et donc voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autres... L'heure est arrivée de se quitter. On va clôturer. Alors, on va juste... N'hésitez pas à venir aux autres événements du festival, donc pendant toute la semaine. Je peux vous mettre le lien si vous voulez Alors non, je n'arrive pas à mettre le lien. Ouais, voilà. Manuel a mis le lien du coup dans le chat, donc comme ça, vous pouvez avoir tout le programme du festival pendant le reste de la semaine, donc Festival Art et Politique. Tout à l'heure, en allant en ville, l'après-midi vadrouiller un peu avec le bus, le 2A. Je suis passé devant, j'ai vu l'enseigne de Sciences Po dans une petite rue très encaissée. Je dis, ah, c'est ici, là. Sciences Po, enseigne rouge. Je dis, ah, d'accord, ok. Voilà, exactement. Et si Lionel, tu pourras peut-être nous envoyer des titres des ouvrages dont tu as parlé, on pourrait peut-être les repartager sur nos réseaux parce qu'en conclusion de cette conférence, je t'envoie tous les titres. Très voilà. intéressant. Comme ça, tu les diffuses. Voilà, pour avoir un compte rendu et une trace de tout ce que tu nous as dit dans cette... Non, puis c'est important de les avoir et de les acheter, de les lire, quoi. Voilà, exactement, pour qu'on puisse tous se cultiver. Sinon, je pense que oui, on peut clore la conférence. Et en tout cas, merci à tous d'être venus. Merci à Lionel, merci à tous ses amis qui ont pu être là et à toutes les personnes qui nous ont suivis pour le festival. Voilà. Thank you. Thank you, Lena. Merci. Merci. Et bye bye, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Du coup, Sylvain, pour l'enregistrement, on peut quitter, nous, c'est bon? Oui, c'est bon, ça arrête tout automatiquement. Ok, ça marche, super. Merci beaucoup, c'était super. Merci beaucoup. Bonne soirée.